Il y a maintenant presque un an et demi, j'ai publié une vidéo où je revenais sur une œuvre qui m'avait énormément marqué, plus précisément un visual novel nommé Higurashi no Naku Colony ou Le sanglot des cigales, une œuvre développée par un studio indépendant japonais nommé Seven Expansion et écrite par le désormais légendaire Ryukishi Seven. J'avais clamé haut et fort qu'il s'agissait ni plus ni moins de mon œuvre préférée de tous les temps et selon moi la meilleure que j'avais découverte. Je mettais en avant ses interminables qualités et tout l'amour que je lui portais. Mais ce que je n'avais pas évoqué à l'époque, c'était l'existence d'une suite à ce chef-d'œuvre, une suite qui s'appelle Umineko no Naku Colony. Higurashi fut un assez franc succès au Japon. À la suite du visual novel, des adaptations en manga et animé sont sorties. Elles sont franchement mauvaises, mais elles ont rencontré un succès assez significatif. Le visual novel s'est donc terminé en 2006. Ce succès fait passer un énorme cap à Seven Expansion, qui passe de studio indépendant random à potentiel monument du genre visual novel. Vu la complexité de l'histoire, les gens étaient en droit de s'attendre à ce qu'il y ait un long temps d'attente pour une nouvelle œuvre du studio. Mais en 2007, soit un an plus tard, Seven Expansion dévoile un nouveau VN, un VN qui s'appelle Umineko no Naku Colony, avec son premier tome qui s'appelle The Legend of the Golden Witch. Alors déjà un an au niveau délai, ça paraît vraiment court, mais encore plus intriguant, tout comme Higurashi, Umineko avait un Nonaku Colony dans son titre. En effet, l'histoire d'Higurashi étant définitivement conclue, les interrogations surgissent dans la tête des lecteurs. En tout cas, le message était clair, Seven Expansion cherchait à transformer son coup d'essai. C'est alors donc hype, mais un peu fébrile que les amateurs d'Higurashi se sont lancés dans ce Umineko. Pour ma part, j'ai beau avoir découvert le visual novel bien après sa sortie, j'avais un peu peur d'à quoi ça pouvait ressembler. Et très vite, on croit comprendre pourquoi les deux œuvres sont liées. L'histoire est celle d'Ushiromiya Butler, un jeune lycéen qui a vécu 6 ans loin de sa famille qui est riche et prestigieuse. Il retrouve sa famille lors d'une réunion familiale qui a lieu sur une île leur appartenant appelée Rokenjima. Et alors qu'ils sont bloqués là-bas à cause d'un typhon, une légende ressurgit dans la tête des personnages, celle d'une sorcière nommée Béatrice qui aurait fait un pacte avec le grand-père de la famille en lui donnant une fortune considérable qui serait cachée sur l'île. Si cette légende ressurgit, c'est globalement pour deux raisons. La première, c'est que Butler, en arrivant, découvre dans le manoir un portrait intrigant qui représente la sorcière qui est accompagnée d'une épitaphe contenant une énigme. La deuxième raison, c'est que le grand-père, Kinzo Ushiromiya, approche dangereusement de la fin de sa vie et que les parents ont tous besoin d'argent et vite, donc il cherche à obtenir son héritage par tous les moyens possibles. Mais alors qu'ils sont immobilisés sur cette île, les meurtres se multiplient et les personnages se demandent si ce n'est pas l'œuvre de Béatrice. On comprend pourquoi Seven's Expansion a décidé de les lier, car on est de nouveau face à une histoire semblant faire appel au fantastique, au mystère et à l'horreur. Et même sans compter cela, je dois vous dire que dès les premières secondes, on comprend, ou du moins, on croit comprendre cette nomination de When They Cry ou Nonaku Colony. Pour tout vous dire, quand on a Higurashi derrière soi, le début nous donne l'impression de nous sentir comme de retour à la maison. Le groupe de personnages, la découverte de cette famille, les mystères autour de l'existence d'une sorcière, on se croirait de retour dans Higurashi. Mais on constate très vite un problème et qui n'est pas des moindres. Ça ne marche pas. La magie qui avait opéré dans Higurashi n'opère plus dans ce Umineko. Les personnages ne sont pas plaisants du tout. Ils laissent tous transparaître des côtés détestables, sans compter que certains sont alors mais vraiment insupportables. En particulier les parents qui passent plus de temps à s'embrouiller qu'autre chose. Les cousins qui sont psychopathes, soit clichés à l'extrême. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'on t'a fait Ryukishi? Tes personnages dans Higurashi sont si incroyables. Pourquoi c'est aussi raté? Alors on relativise dans un premier temps en se disant que bon, dans Higurashi aussi le début du tome 1 ce n'était pas terrible. Sauf que malgré tout, ce n'était pas compliqué de deviner pourquoi c'était comme ça dans Higurashi. Le fait d'avoir ce dernier derrière nous va nous perdre complètement parce que les choix narratifs de Ryukishi Seven dans ce premier début de tome sont incompréhensibles, enfin du moins dans un premier temps. Parce qu'en réalité, après ce début, on aboutit à une scène à première vue assez peu majeure mais qui va pourtant tout faire basculer. Cette scène où tous les défauts et toutes les tensions entre les personnages vont se rencontrer et se confronter dans une scène de repas. Je vais pas vous spoiler ce qu'il s'y déroule, mais c'est là et seulement là qu'on comprend là où Ryukishi Seven voulait nous emmener depuis le début. Au final, c'est comme une manière de nous dire « Ah, tu croyais que ce serait pareil et en fait non, ce sera l'inverse ». Au final, la deuxième partie du tome est vraiment sympa, l'ambiance horrifique marche bien, les mystères sont prenants, et puis t'as sans cesse l'impression d'être mené en bateau par Ryukishi Seven. Mais c'est pas forcément exceptionnel ou au niveau d'Higurashi. Cependant, elle montre des choses très encourageantes et pas forcément proches de ce qui nous sont montrés dans Higurashi. Ne serait-ce que dans son mystère, je me suis senti totalement dépaysé. J'avais l'impression que Ryukishi Seven prenait l'exact inverse d'Higurashi. Et surtout, sa tea party. Sans spoiler, disons que la réponse à une énigme que l'on pensait être résolue seulement vers la fin de l'histoire nous est donnée, comme ça. Comme si Ryukishi Seven riait au nez en disant « Vous êtes trop facile à berner ». J'ai fait une vidéo sur ce tome 1, assez mauvaise il faut dire. J'étais assez enthousiaste mais j'émettais pas mal de craintes.
car malgré cette deuxième partie que j'avais adorée, The Legend of the Golden Witch était selon moi moins bon que tous les tomes d'Higurashi, ce qui n'était pas rassurant pour une introduction à une œuvre aussi massive et qui semblait se prendre bien plus au sérieux. Bien qu'un peu plus positif, je restais sur la même impression pour le tome 2. Moi qui avais des attentes énormes envers cette suite spirituelle d'Higurashi, j'étais franchement déçu. J'étais alors persuadé au fond de moi qu'Umineko resterait à jamais loin du niveau d'Higurashi. Bon bah, encore une fois, je me suis planté. Dans cette vidéo, je vais revenir brièvement sur cette œuvre sans spoiler, histoire de vous donner un aperçu de ses qualités, mais aussi de ses défauts, avant de rentrer dans les détails dans une prochaine vidéo. Bienvenue dans la critique de l'œuvre que je considère comme la plus riche que je n'ai jamais découverte. Donc Umineko. Alors bon, il va falloir être méthodique parce que parler d'une œuvre aussi dense, ce n'est pas une mince affaire. Je vais donc d'abord parler de la trame, donc du scénario, ensuite des personnages, et avant de conclure, je vais finir par le son. Parce qu'en réalité, faire une partie regroupant tous les éléments techniques serait assez vain. On parle là d'un visual novel, et à part le son, le seul autre élément technique est le visuel. Or, le visual novel a 3 versions différentes de ses visuels. N'ayant fait le VN qu'avec une seule version, ce serait malhonnête de donner mon avis dessus. Également, Seven Expansions qualifie Umineko de sound novel, donc le plus important, c'est le son. Bref, assez discuté, il est maintenant temps de commencer à dire pourquoi Umineko, c'est trop génial. Donc on commence par le plus évident quand on parle d'Umineko et même plus globalement des When They Cry, à savoir le scénario. Et parler du scénario d'Umineko, c'est loin d'être une mince affaire, parce que déjà, il est extrêmement riche et surtout extrêmement complexe. Les pirouettes scénaristiques imprévisibles sont nombreuses, il y a un nombre d'idées venues d'ailleurs assez hallucinant et l'histoire brasse énormément de thèmes à la fois. L'histoire est une vraie déconstruction du genre du mystère et du policier, que ce soit explicitement avec l'introduction de concepts comme le décalogue de Nox, ou plus implicitement par les très nombreuses configurations que prennent les meurtres ou les autres mystères qui habitent ce scénario. On en sort vraiment gratifié. Déjà par le fait que l'histoire soit géniale, mais surtout parce qu'on a compris et appris des choses auxquelles on ne faisait pas attention avant. Ce qui rend le scénario d'Umineko très difficile à analyser dans sa majorité, c'est le fait que l'histoire change sans cesse de registre et d'inspiration. Concentrons-nous dans un premier temps là-dessus. Umineko comporte 8 tomes. 4 tomes dits questions et 4 tomes dits réponses. En gros, les 4 premiers tomes servent à poser les bases de l'intrigue et les principaux mystères sur lesquels Ryukishi Seven nous fait nous poser des questions. Et donc, vous l'aurez compris, les 4 derniers tomes servent à répondre à toutes ces interrogations en nous donnant la solution de toutes ces énigmes. Là où Umineko me fascine particulièrement, c'est que chaque tome me donne l'impression de découvrir un visage complètement différent de l'histoire. Le tome 1 est un récit classique de mystère fantastique avec des inspirations classiques comme du Mérimée. Le tome 2 est un drame amoureux à la Titanic pour vulgariser un peu. Le tome 3 est un pur shonen. Le tome 4 commence en récit minimaliste et intimiste avant de finir en énorme castagne générale. Le tome 5 est comme un film de confrontation verbale à la 12 hommes en colère. Le tome 6 est un récit merveilleux à la limite de l'onirique voire du mythologique. Le tome 7 est une enquête policière et le tome 8 est comme le chapitre final d'un conte. On ne sait jamais à quoi s'attendre lorsqu'on démarre un nouveau tome d'Umineko, du coup on est sans cesse surpris. Umineko est un véritable cadeau pour tous les amateurs de littérature et de cinéma, voire les amateurs de fiction de façon plus large. Car en réalité, même si l'histoire reste très centrée mystère, on se rend compte que Ryukishi Seven y insuffle tout un tas de codes et de registres qui semblent très éloignés mais qui au final s'imbriquent parfaitement dans cette histoire. L'œuvre assume donc un côté multicasquette qui était déjà présent sur Higurashi, mais qui ici se verra poussé encore plus loin. On pourrait penser alors qu'on perd de vue le mystère, et c'est pour moi là où réside une partie du génie de l'histoire. S'il y a un combat, soit ça va contribuer au mystère sur l'existence ou non de la magie, soit ce sera pour confronter directement les idées des personnages. En effet, une des idées excellentes d'Umineko est de mettre en scène les débats comme des combats. Pour ceux qui trouvent ça bizarre, peut-être que cet argument saura vous convaincre que c'est une idée de génie. Le texte par définition ne peut pas vraiment représenter des combats, certes il pourra décrire les mouvements des personnages comme dans Higurashi, et ça marche d'ailleurs, mais ça ne pourra jamais aller plus loin. Alors qu'est-ce qui se passe si le texte devient le combat ? Honnêtement, un renversement du débat en une phrase me fera toujours plus d'effet qu'une phrase du style « Et d'un coup Butler fait un coup de pied retourné 3-6 no-scope sur Kinzo ». Je dois vous avouer que c'est assez déroutant.
Au début, j'avais du mal à me représenter dans ma tête ces combats, puis au final, c'est devenu aussi naturel que de respirer. Vous l'aurez donc d'ores et déjà compris, mais le scénario regorge d'idées, il est vraiment très dense. En réalité, le synopsis que je vous ai fait tout à l'heure n'est pas un bon synopsis. Le scénario est tellement massif et conséquent que les bases ne sont réellement posées qu'à la fin du tome 4. Avant, il est assez compliqué de comprendre quelle est l'intrigue d'Umineko, et vous allez alors me demander, c'est quoi alors l'intrigue d'Umineko ? Écoutez, je pourrais répondre à cette question, seulement faudrait que je vous spoil presque intégralement les 4 premiers tomes, ce qui n'est pas forcément une très bonne chose si certains comptent se lancer dedans. Tout est introduit parfaitement, Ryukishi 7 ne fait jamais plus que ce qu'il faut et sait combler ce côté mis en place par de très bonnes sous-intrigues. Malheureusement, ça m'était un peu problématique de ne pas savoir à quoi me rattacher. Les 4 premiers tomes tiennent par un fil rouge assez clair mais qui est malheureusement bien trop faible à mon goût. J'ai quand même adoré les 4 premiers tomes, mais disons que je n'avais pas une hype démesurée comme c'était le cas avec Higurashi. Ce genre de choses me dérange rarement en temps normal, mais une œuvre de la longueur d'Umineko, bah c'est une autre histoire. Seulement, il y a quelque chose dont j'ai pas encore vraiment beaucoup parlé, c'est à quel point Umineko est une œuvre qui est pas vraiment accessible. Premièrement, si vous voulez vous taper le VN en entier, vous allez être obligé d'en faire une bonne partie en anglais. Il y a bien une VF en cours faite par Darkness Executive, mais à l'heure où j'écris cette vidéo, seulement 3 tomes sur les 8 sont traduits et seulement 2 sont accessibles actuellement, et je vous déconseille fortement de commencer en français si vous voulez ensuite vous taper l'anglais. Umineko est une œuvre avec un vocabulaire très spécifique et vaut mieux l'apprendre petit à petit lors des 2 premiers tomes, plutôt que tout devoir apprendre d'un coup avec le 3e. Ensuite, Umineko est long. Genre vraiment très long. Les visual novels sont assez longs, mais Umineko c'est un tout autre level. J'ai fini pour ma part les 8 tomes en 150 heures tout pile. Certes, ça compte aussi les fois où j'ai relu des passages et les moments où j'étais en AFK, mais quand même ça fait extrêmement long. Et oui, c'est vraiment plus long qu'Higurashi qui fait un peu moins d'une centaine d'heures de lecture. Il faut donc avoir du temps et de la motivation. Également, une autre raison qui fait qu'Umineko n'est pas forcément hyper accessible, c'est que l'histoire ne vous tiendra pas par la main. Umineko nécessite de la réflexion pour l'apprécier à sa juste valeur. Déjà, le récit pose énormément de questions existentielles, notamment sur la question de la quête de la vérité. C'est con hein, mais si on ne réfléchit pas un minimum aux différents sous-textes que Ryukishi 7 laisse ici et là, on peut vite être vraiment perdu. Car oui, les sous-textes ne sont pas seulement des choses laissées ici et là pour ceux qui arriveraient à les déceler, ils deviennent réellement une clé de compréhension de l'intrigue. La réflexion est réellement récompensée dans cette histoire, mais elle pénalise ceux qui veulent seulement lire une histoire sympa sans se poser de questions. Également, l'histoire assume un côté conte de fées, parfois à la limite de l'onirique, donc il faut réussir dans son esprit à ne pas se perdre avec tout ce que nous montre Ryukishi 7. Un autre avertissement pour ceux qui se lanceraient dans Umineko, lorsque vous aurez les révélations sur les mystères, ne vous attendez pas à tout avoir servi sur un plateau. Le jeu vous donnera de gros indices afin que vous puissiez tout deviner, mais c'est impossible sans un temps de réflexion et d'interprétation. D'ailleurs, pour deviner comment les meurtres sont déroulés, vous n'aurez qu'une phrase pour vous guider au moment venu. Ça paraît presque fainéant de la part de l'auteur, mais croyez-moi qu'après des heures et des heures de débat entre les personnages, quand on nous donne des indices nécessaires pour résoudre les meurtres, ça devient très aisé de deviner comment chaque meurtre s'est déroulé. Et une dernière chose qui rend le VN peu accessible, c'est son début. Ne vous laissez pas intimider par le début du tome 1, je vous assure qu'il est absolument indispensable pour la suite, quand bien même il est terriblement énervant à la lecture. C'est un mal pour un bien en quelque sorte. Et c'est quelque chose que j'avais oublié de mentionner quand je parlais d'Higurashi il y a un moment. Même si ce n'est pas un défaut, ça avait rebuté des gens qui ont alors abandonné alors qu'ils n'étaient encore qu'au tout début. Je sais que c'est dur à dépasser, mais ça en vaut largement la chandelle. Donc voilà, maintenant que j'ai dit ce qui posait problème, revenons-en à nos moutons. Umineko est donc très dense. Tout à l'heure, j'ai évoqué le fait que l'histoire brassait beaucoup de thématiques intéressantes, et parmi celles-ci se trouve notamment celle de la vérité. Ryukishi 7 apporte des réflexions intéressantes par rapport à la vérité, ou plutôt ce qu'on décide de croire. Parce que oui, ce qui apparaît à nos yeux comme la vérité, c'est ce en quoi on a décidé de croire. À partir de ce postulat de base, vous vous doutez qu'il y a un océan de réflexion à explorer. Je vais peut-être sur un terrain glissant en disant ça, mais je suis persuadé qu'il y a un autre thème qui découle de celui de la vérité, mais qui est moins assumé, c'est celui de la religion. J'ai directement fait le rapprochement avec le principe de la foi quand j'ai lu pour la première fois une phrase évoquant cette idée de vérité. Je ne suis pas théologien, hein, mais il me semble que la foi par définition c'est le fait de croire en quelque chose pour lequel on n'a pas vraiment besoin de raison d'y croire. Bref, je ne sais pas si j'explique bien, mais je pense que vous avez compris. Et à plusieurs moments, Ryukishi 7 nous dit qu'il n'y a pas d'unique vérité. Tout le monde a sa vérité du monde qui l'entoure. Encore une fois, le parallèle religieux est assez évident. Je l'ai déjà vaguement évoqué, mais l'intrigue au début tourne beaucoup sur l'idée d'accepter ou non l'existence d'une sorcière. Et c'est drôle parce que le principe de sorcière n'est alors pas vraiment défini, on a presque l'impression que c'est une entité capable de tout comme, oui, un dieu. Et ceux allant dans les terres dorées sont uniquement ceux qui croient aux sorcières, tout comme ce sont ceux qui ont la foi qui accèdent au paradis. Toujours pas convaincu ? Laissez-moi vous donner l'élément qui m'a définitivement convaincu que Umineko parlait de religion.
Il y a un nombre hallucinant de symboles chrétiens dans Umineko. Déjà, Battler a une croix sur sa veste. Pas convaincu? L'un des lieux centraux, notamment dans la question de la sorcière, est une chapelle. Mais surtout, pour ceux qui l'ont fait, vous avez sûrement remarqué une chose assez inhabituelle dans la musique. Et oui, une bonne partie de la bande originale est à l'orgue et parfois au chœur sonnant presque religieux. Bon voilà, je parlerai des musiques plus tard, mais je trouve que c'est quand même un point intéressant à aborder pour soutenir mon analyse. Également, Umineko parle, et c'est une évidence, de famille. À travers cette histoire de succession et d'héritage, on comprend avec le temps quelles ont été les relations qu'ont entretenues ses membres tout au long de leur vie. Et c'est fascinant. On voit comment ces personnages ont grandi et évolué ensemble, et on comprend que ce déchirement de cette famille était à prévoir depuis le début, tant leurs relations étaient malsaines. Et même si certains sont des ordures sans nom, oui je pense à toi Kinzo, on en vient à avoir de la compassion pour eux tant au final leur trajectoire est aussi compréhensible que tragique. À la manière du destin du protagoniste de The House in Fata Morgana, leur destin paraît presque hors du temps, comme s'il y avait le monde des humains et le monde des Ushinomiya. Et tout type de relations familiales sont traitées, des plus banales aux plus hardcore. Franchement, Ryukishi 7 met une vitesse à toutes les œuvres voulant parler de famille. Même le parrain s'incline devant Umineko. Bon là j'abuse un peu, j'avoue. Pour rentrer plus dans les détails, je devrais spoiler, ce qui n'est pas mon intention. Bref, c'était un peu laborieux, mais j'espère vous avoir fait comprendre une partie de la profondeur et de la richesse d'Umineko. Bon, maintenant parlons d'un point qui en découle, mais que je trouve quand même intéressant de traiter en dehors. Ce sont les principales qualités d'Higurashi. Bien sûr, il a son scénario absolument génial et envoûtant, son ambiance unique, sa gestion des effets visuels et sonores presque parfaite, et tant d'autres choses. Mais quand on sort d'Higurashi, ce qu'on retient surtout, c'est Keiichi, Akasaka, Mion, Rika, Akasaka, Satoko, Tomitake, Akasaka, Mamoru, et surtout Mamoru Akasaka. Donc les personnages. Je vous le dis tout de suite, ce point-là ne va pas être facile du tout. Je surkiffe des personnages comme Ange, Battler, Will, un certain personnage doré, Lambda Delta, Erika et j'en passe, mais il y a une grosse nuance. Il y a beaucoup de personnages fonction, et ce n'est même pas un problème, vu que c'est pleinement assumé par le VN et que c'est clairement là pour appuyer la déconstruction du genre du mystère dont je vous ai parlé dans la partie précédente. Je m'explique. Ryukishi 7 explore beaucoup de possibilités différentes pour les mêmes meurtres, et cela n'est pas vraiment possible si les personnages sont trop denses. Bah oui, il est plus facile de modeler le récit à sa guise si les personnages et leurs relations ne sont pas trop développés ou creusés. Avec le temps ça s'affine et ça devient moins le cas, mais disons que les personnages sont sans cesse au service du récit, et c'est rarement le récit qui est au service des personnages. Quand t'arrives avec Higurashi encore frais dans ton esprit, t'es complètement perdu. Donc avant le tome 3, c'est compliqué de comprendre réellement où va cette histoire, donc le traitement des personnages paraît fainéant, voire complètement superficiel. Bon, j'ai un peu forcé le trait, certains personnages restent très bien développés et creusés, comme dans Higurashi. Je pense aux personnages dorés, à Ange ou encore à Battler. Et justement, on en parle de Battler ? Ce mec dégage un charisme juste illégal, et puis ce n'est pas seulement dû à son chara-design, mais surtout à ses actions. Bon là je vais m'adresser à ceux qui ont fait le VN. Quand au tome 5 tu entends ça... pas forcément un moment qui fait spécialement avancer le personnage ou qui le creuse davantage, quoique. Seulement c'est une scène qui nous donne envie de suivre le personnage et ce, partout où il ira. Compliqué d'expliquer sans spoil, mais disons que c'est un personnage qui fait naître une satisfaction de tous les instants. Et ceux qui, comme moi, restaient un peu sur leur faim par moment avec Keiichi, seront totalement séduits par ce personnage si attachant. Et puis, on s'attache tellement qu'on est vraiment triste de les quitter. On n'en est pas parlé dans le scénario, mais la fin est vraiment extraordinaire. Si je ne l'ai pas fait, c'est parce que ce qui fait que cette fin est si émouvante, c'est à quel point nous sommes attachés à ces personnages. Donc voilà, c'est un sujet sur lequel il est compliqué de s'épancher sans spoil, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que les personnages sont très bons, mais que ce n'est pas du tout le point positif de l'œuvre comme ce l'était pour Higurashi. Bon, j'avais dit que je ne parlerais pas du visuel, mais je vais quand même passer très rapidement dessus. J'ai fait la moitié du VN avec la version PS3 7 Mode normale, et l'autre moitié avec Umineko Project. En gros, Umineko Project, c'est la PS3 avec l'animation des bouches, de la pluie, de tout en fait, sauf les mouvements des personnages. Visuellement, ça envoie du lourd, mais peut-être un peu trop. Tenez, on va encore comparer avec Higurashi. Dans les scènes d'action d'Higurashi, c'est très descriptif, c'est le texte et presque rien d'autre que le texte. Dans Umineko, il y a beaucoup moins de descriptions, ça envoie plein d'effets lumineux, plein de bruitages, on t'en met plein la gueule. Et malheureusement, au début, c'est assez compliqué de vraiment comprendre ce qui se passe, vu qu'on ne te le suggère que très légèrement. C'est un peu dommage, même si franchement, plus t'avances et moins t'as cet accro, par habitude. Abordons maintenant les éléments sonores, et on va commencer par le plus simple, à savoir les bruitages. Sound Novel oblige, les bruitages sont hyper importants dans Umineko.
que ce soit le bruit de la pluie, de l'horloge, ou tous ceux liés au meurtre et au mystère. Il participe à créer une ambiance unique. Umineko sans bruitage, ce n'est plus Umineko. Après, je dois vous avouer que j'ai moins été marqué par les bruitages d'Umineko que ceux d'Higurashi. L'ambiance d'Umineko est froide, elle est pesante, elle transpire l'insécurité. Honnêtement, j'en fais encore des cauchemars de ce putain de bruit de la pluie qui est absolument tout le temps là dans la partie la plus sombre du récit. Compliqué d'en faire une analyse détaillée, donc je ne vais pas m'y pencher plus longtemps dessus. Et là, on va parler du point le plus galère à traiter de toute la vidéo, les musiques. Il faut dire que même si j'avais adoré les OST d'Higurashi, ce n'était pas vraiment un point de Umineko qui me hypait. Et pourtant, la différence est immédiatement ressentie. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur de parler des OST d'Umineko, donc on va essayer d'être méthodique. Tout d'abord, il y a une multitude de compositeurs sur Umineko avec tous des pattes différentes, donc parler de manière détaillée de chacun d'eux demanderait une vidéo complètement à part. J'ai donc décidé de resserrer mon spectre d'analyse autour de 3 compositeurs. Le premier est Dai, auteur de la plupart des OST marquantes de Higurashi Kai et qui est directeur musical sur Umineko. Le deuxième est ZTS, auteur de quelques musiques sur Higurashi et qui là a fait pas mal d'OST sur Umineko. Et le dernier est Lug Ganriki qui a rejoint le navire sur Umineko. Alors oui, je pourrais parler d'autres compositeurs comme Freeholder, Mzaki ou 45, mais j'estime que c'est les 3 plus intéressants à traiter. Donc allons-y, commençons par Dai. Dai a donc pas mal officié sur Higurashi, il fait partie de ces compositeurs avec une identité très marquée. Tenez, écoutez un peu ces musiques d'Higurashi. J'avais donc une crainte en lançant Umineko, réussira-t-il à se renouveler? Donc je lance Umineko et j'entends ça. Qu'on s'entende bien, hein, la musique est top, mais je ne peux pas m'empêcher de voir le fantôme de Yu de Higurashi dans cette mélodie. Et c'est pareil pour une bonne partie de ses compositions. Elles sont devenues moins amateurs, plus diversifiées, mais je sens le fantôme d'Higurashi en permanence. Donc je finis les arcs questions avec un bilan assez mitigé des compositions de Dai. J'avais beau avoir surkiffé plein d'OST comme Happiness of Marionette ou Dear, je trouve que la magie ne prend pas autant que pour Higurashi. Puis vient le moment où je lance les arcs réponses. Et là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Dai avait en fait gardé toutes ses plus grosses bastos pour Chillou. Il garde cette même patte reconnaissable entre mille, mais ça sonne beaucoup moins Higurashi entre guillemets. Également, il se cantonne beaucoup moins au piano et utilise plein d'autres instruments, et c'est pour mon plus grand bonheur. Ce qui m'impressionne avec lui, c'est à quel point sa palette artistique est variée. Il peut faire de l'émotionnel, des trucs plus calmes, il peut faire de l'épique, mais on reconnaîtra toujours sa patte. Voilà, Dai, rien à dire, t'as fait du super boulot, ça n'aurait aucun sens d'aller plus loin dans l'analyse de son style, vu qu'hormis ses mélodies assez originales, ça reste assez classique. Donc ZTS est un compositeur qui a œuvré sur quelques OST d'Higurashi et le résultat était franchement excellent. Mais malgré ça, je n'attendais pas forcément de lui de super compositions comparées à Dai. Et bah pour être surpris, j'ai été surpris dès la première musique. Pour vous dire, la première fois que j'ai entendu Golden Slaughterer dans le VN, je me suis arrêté de lire et je l'ai écouté pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait dans les oreilles. Et puis ça s'est confirmé avec les musiques d'après. Surpris d'abord par la proposition musicale. Je dois vous avouer qu'en tant que musicien, je ne m'attendais pas un jour à entendre de la techno orchestrale pour une scène de découverte de cadavres. Mais surtout surpris par la qualité du produit. C'est incroyablement épique. Ça commence doucement pour ensuite gagner en intensité et finir en apothéose. Non, vraiment, c'est des codes de musique classique qu'on a combinés à de la musique électronique. Et puis, en allant checker sur Spotify ses autres OST, je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout uniquement dans ce style-là. J'avais dit pour Dai qu'il avait une identité reconnaissable entre 1000, et bah pour ZTS, c'est encore pire. En dehors de son style techno, même si c'est assez diversifié dans les styles que l'on retrouve, on peut quand même observer des similitudes flagrantes. Déjà, c'est très souvent des petites boucles de mélodie qui se répètent pas mal de fois avec des éléments qui se rajoutent au fur et à mesure. Ensuite, c'est souvent des musiques assez planantes, de par leur calme et leur mélodie qui sonnent souvent presque nostalgiques. Et même quand il part sur des OST piano, un peu comme Dai, bah franchement on sent qu'il y a une très grosse différence. Mon seul bémol serait que je suis franchement moins emballé par les OST des 4 derniers tomes. À part ça, un super boulot, bravo ZTS. Passons maintenant à notre troisième compositeur, Lug Ganriki. Ça devrait aller plus vite pour lui. Pour résumer rapidement, il est bon pour mettre une ambiance démoniaque et désespérante. Il utilise notamment des orgues, des chœurs et des clavecins pour mettre une ambiance qui frôle la musique ecclésiastique. J'en ai parlé tout à l'heure, pour moi ce n'est pas un hasard. Bon, pas grand chose à dire de plus sur lui si ce n'est qu'il a fait d'excellents travaux. En conclusion, les musiques d'Umineko sont géniales. Je criais sur tous les toits que c'était la meilleure OST que j'avais vue, mais bon. Depuis, un certain Fata Morgana est arrivé jusqu'à mes oreilles.
Elle soutient parfaitement le récit, et ce cocktail d'artistes et d'univers différents donne une ambiance vraiment unique. Bon, serait-il pas le moment de conclure ? C'est compliqué de mettre des mots sur une œuvre qu'on aime autant. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire de concret ou d'objectif dessus, donc je ne compte pas vraiment en parler pendant des heures. Umineko est une œuvre formidable tant dans le fond que dans la forme. C'est sans doute l'œuvre la plus riche et généreuse que je n'ai jamais découverte, et que je pense ne jamais oublier. Seulement, je n'ai pas dit tout ce que j'avais à dire sur Umineko. Rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle je dirai ce que je n'ai pas dit, en revenant tome par tome et en faisant une conclusion plus longue dans laquelle je pourrai revenir en détail sur pourquoi Umineko m'a autant marqué. Donc voilà, c'était Kenya, à la prochaine.